Bonjour et bienvenue pour ce deuxième carnet de notes en vidéo de la chaîne tennisbelge.be. Un carnet qui ce mois-ci fait la part belle aux joueuses car ces demoiselles ont vraiment réussi de très bonnes performances, bien plus que leurs homologues masculins. Alors il n'y a pas eu beaucoup de vraies grosses déceptions non plus sur ce mois-ci, et en plus les jeunes ont été assez productifs, donc c'est plutôt un mois intéressant quand même. Et on commence par la meilleure de ces jeunes demoiselles en février, c'est Isaline Bonaventure. C'est un petit peu la surprise du chef de la Fed Cup, du chef Anne de Vries, qui a préféré la sélectionner en simple par rapport à Anne-Sophie Mestac. En effet, jusqu'ici, Isaline a toujours été derrière Anne-Sophie dans la hiérarchie, et on ne s'attendait pas vraiment à ce que ça change, malgré, c'est vrai, une saison 2015 un petit peu difficile pour Anne-Sophie, mais elle avait réussi un bon mois de janvier, donc rien n'indiquait que Isaline allait prendre sa place. Éventuellement, on pouvait imaginer que Anne de Vries allait faire des changements, allait alterner l'une et l'autre selon l'importance des matchs, mais vraiment, rien ne pouvait laisser penser que Isaline allait jouer les 4 simples. Mais la capitaine a pris tout le monde à contre-pied, et elle a sélectionné Isaline pour jouer les 4 simples, et 2 doubles en plus. Et Isaline a répondu présente puisqu'elle a remporté tous ses matchs, alors parfois un petit peu péniblement, et en général contre des joueuses bien moins bien classées qu'elle, mais malgré tout, ça reste une belle performance de sa part. Gonflée à bloc par cette performance et par la confiance que lui a accordée Anne de Vries, Isaline Bonaventure a ensuite été remportée le 25 000 $ très relevé d'Altenkirchen, en simple et en double. Malheureusement, par la suite, elle a été contrainte à l'abandon au deuxième tour du 50 000 $ de Kreuzlingen, en raison d'une douleur au dos. Alors, c'est dommage parce qu'elle semblait capable d'y faire également une très bonne performance. Maintenant, elle va partir un petit peu se reposer et se soigner, mais ce sera vraiment très intéressant de la suivre à son retour pour voir si elle va pouvoir continuer sur sa lancée de ce très beau mois de février. La deuxième fille qui a marqué le mois, c'est Marie Benoît. Suite au forfait de Janina Wickmayer, c'est donc Marie qui a été choisie pour la remplacer dans l'équipe de Fed Cup. Alors, elle a disputé un seul match, un double sans enjeu, mais elle l'a remporté, elle l'a joué avec sérieux, elle l'a remporté. C'est quand même une très belle expérience pour elle. Cette expérience lui a en tout cas permis de prendre confiance, et on l'a vu par la suite puisque elle s'est qualifiée pour le 25 000 $ de Altenkirchen, et elle a franchi le premier tour. Et puis surtout, elle a atteint pour la première fois de sa carrière un quart de finale en 50 000 $ à Kreuzlingen. À cette occasion, elle a d'ailleurs réussi la meilleure performance de sa carrière en battant la française Amandine S, 158e mondiale. Grâce à ça, Marie est montée ce lundi à la 272e place mondiale, ce qui est son meilleur classement à ce jour. Deborah Kers a également réalisé sans doute le mois le plus régulier de sa jeune carrière. Elle a d'abord commencé par aligner une demi-finale et un quart de finale lors de 10 000 $ à Hammamet. Et d'ailleurs, lors de cette deuxième épreuve, elle a également remporté le double. Elle a poursuivi et elle a conclu cette belle série par son tout premier quart de finale dans un 25 000 $ à Beinasco, où elle était sortie des qualifications. Deborah est également à sa meilleure place actuellement, puisqu'elle est 575e mondiale, mais les points de Beinasco n'apparaîtront au classement que l'année prochaine, donc elle va encore grimper et se rapprocher assez fortement du top 500. Enfin, j'ai quelque peu hésité à attribuer la meilleure note à Julien Dubail, tout simplement parce que ces résultats, il les a obtenus lors de futurs en Israël, où le niveau n'est pas le plus haut qui existe sur le circuit des futurs. Mais je voulais quand même souligner sa belle régularité, puisqu'il a atteint 2 quarts de finale et une finale à Tel Aviv. Lors des 2 quarts de finale, il a en plus perdu seulement face à des joueurs qui sont dans le top 300, donc pas de grosse contre-performance pour lui. Il est actuellement 437e et devrait encore grimper d'une trentaine de places lorsque les points de sa finale seront ajoutés lundi prochain. En super forme depuis plusieurs mois déjà, Joris Delors restait sur une série de 22 victoires consécutives. Il en a rajouté une 23e ici en ce mois de février en allant battre son premier top 100, l'Indien Bambri qui était 99e mondial, lors du premier tour du Challenger de New Delhi. Malheureusement, il a perdu au second tour, ce qui fait qu'il n'a pas je ne lui attribue pas la note maximale, mais vraiment il reste sur une très belle performance. Chris Seyman est également en super forme, et comme Joris il avait remporté 2 futurs en décembre, je vous en ai parlé lors des portraits que j'ai dressés des 2 joueurs. Et comme Joris également, il n'a disputé qu'un seul tournoi ce mois-ci, c'était à Antalya, et il ne s'est arrêté qu'en demi-finale face à la première tête de série, donc il reste vraiment sur une belle série. Forfait pour la Fed Cup, Janina Wickmayer s'est relancée lors du tournoi de Saint-Pétersbourg,
où au premier tour, elle a dominé la jeune espoir Yelena Ostapenko, qui a surpris le circuit 2 semaines plus tard en atteignant la finale du prestigieux tournoi de Doha. Ensuite, toujours à Saint-Pétersbourg, Yelena a perdu contre Roberta Vinci, donc la finaliste de l'US Open. Pas trop de soucis donc de ce côté-ci. À Acapulco, elle a ensuite péniblement remporté ses 2 premiers matchs face à des joueuses qui étaient quand même relativement à sa portée. Mais elle a obtenu un vrai beau résultat également en battant Pavlyuchenkova en quart de finale. Bon, après, en demi-finale, elle n'a pas vraiment fait le poids contre Sloane Stephens, mais elle était apparemment assez fatiguée. A priori, après le forfait de Yanina Wickmayer en Fed Cup, la première joueuse qui venait à l'esprit pour la remplacer, c'était Elise Mertens. Normalement, tant par son classement que par son niveau de jeu, elle était devant Marie Benoît. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été sélectionnée? Beaucoup de gens se sont posé la question. Eh bien simplement, elle était engagée dans les qualifications du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg. Alors j'ignore si c'est elle qui a refusé de renoncer à ce tournoi, ou si c'est Anne de Vries qui a préféré ne pas revivre la situation de l'année passée. Je vous rappelle, l'année passée, Anne avait été vertement critiquée, et à mon sens a raison, pour avoir accepté que Anne-Sophie Mestac vienne dans l'équipe juste pour jouer les deux premières rencontres, et puis partent pour les qualifications d'Anvers. À la fin de la semaine, l'équipe s'était retrouvée seulement avec 2 joueuses, puisque c'était Yanina de nouveau, je pense, qui s'était blessée, et donc c'est seulement Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens qui avaient terminé la semaine. C'était vraiment une mauvaise situation, et on comprend qu'Anne de Vries n'ait pas voulu revivre ça, donc c'est peut-être elle qui a dit directement à Elise qu'elle préférait sélectionner quelqu'un d'autre. Toujours est-il que ça s'est passé rapidement, sans discussion outre mesure, et donc je trouve que ça s'est en tout cas bien fait, et c'est bon pour l'ambiance de l'équipe. On l'a vu que ça se passe aussi bien. Ça n'a pas empêché Elise de réaliser un bon mois par la suite, puisqu'elle a franchi un tour dans les qualifications de Saint-Pétersbourg, et puis par la suite elle a encore atteint un quart à Altenkirchen et une demi-finale à Moscou à 25 000 $ également. Sophie Oyens s'est concentrée sur les 25 000 $ ce mois-ci, avec de très bons résultats, puisqu'elle a réussi à sortir des qualifications et à franchir un tour dans le tableau final, tant à Grenoble qu'à Belenasco. En plus, elle n'a perdu à chaque fois que face à des joueuses bien mieux classées qu'elle, donc vraiment aucun regret à avoir lors de ces 2 tournois-là. Juste un petit bémol pour son mois, c'est qu'à Altenkirchen, où elle avait reçu une invitation pour jouer directement le tableau final, elle a perdu dès le premier tour contre une qualifiée. Clartje Liebens a fortement régressé au classement en ce début d'année. Ça l'a contrainte à repasser par les 10 000 $. Alors elle en a joué 3 en Grande-Bretagne. Elle a d'abord réalisé 2 quarts de finale à Glasgow et à Sunderland, et surtout elle a ensuite atteint la finale à Wirral. Les 3 fois elle a perdu face à des joueuses très solides, donc vraiment aucun regret à avoir sur ce mois-ci, qui est de très bonne facture. Hélène Skolsen a décidé de débuter sa saison seulement au mois de février, pour 10 000 $ à Sharm el-Sheikh. Alors elle a été battue dès le 2e tour la première semaine, mais la 2e semaine, elle a atteint la demi-finale, en battant notamment la française Roméo, qui est 415e mondiale, ce qui constitue sa meilleure perf à ce jour. Britt Gukens a également disputé ses 2 tournois égyptiens. Elle a à chaque fois été battue en quart de finale, et la 2e semaine, elle a en plus remporté le double, donc bonne prestation également pour Britt. David Goffin sera notre fer de lance pour la rencontre de Coupe Davis face à la Croatie, qui débutera vendredi au Sartillement. En attendant, il a disputé 2 tournois sur dur indoor en ce mois de février, et la première semaine à Rotterdam, il a malheureusement chuté une nouvelle fois face à sa bête noire, le chypriote Baghdatis. Il a perdu au tie-break du dernier set. La 2e semaine, à Marseille, il a tout de même atteint les quarts de finale, où il a été quand même assez largement dominé par Berdych. Le nouveau numéro 2 belge est Kimmer Coppejans. Il doit cette légère progression au classement à une demi-finale lors d'un challenger à New Delhi. Par la suite, il a préféré disputer les qualifications des tournois ATP. La première semaine à Marseille, il a franchi un tour, mais la 2e semaine à Rotterdam, il a été battu d'entrée. Alors la montée au classement belge de Kimmer Coppejans, elle est également due, il faut le dire, à la chute de Ruben Bemmelmans au classement ATP. Ruben avait beaucoup de points à défendre en ce mois de février. Il a failli réussir à les défendre, en tout cas il avait vraiment bien commencé, puisqu'il a atteint les quarts de finale
du tournoi ATP de Montpellier. C'est seulement la deuxième fois de sa carrière qu'il atteint un quart de finale en tournoi ATP. Malheureusement, il a ensuite été battu au premier tour du Challenger de Bergame, puis également au premier tour des qualifications dans les tournois ATP de Marseille et au deuxième tour des qualifications toujours au tournoi ATP de Dubaï. En l'absence de Steve Darcy sur terre et en simple, Arthur De Greef est clairement notre quatrième joueur. Il l'a encore prouvé en atteignant les demi-finales de futur de Murcie et les quarts de finale à Carthagène. Ça a donc poussé Johan Van Erck à le choisir comme quatrième joueur en simple pour la Coupe Davis. Clément Gaines a disputé un futur à Palm Coast en Floride. Il y a atteint la demi-finale. Il est ensuite revenu en Europe où il a été battu au premier tour au tournoi de Carthagène, ce qui est un résultat tout de même un petit peu plus inquiétant. Omar Salman a disputé les deux mêmes tournois. En Floride, il a atteint les quarts de finale en battant le prometteur joueur chilien Jarry. Malheureusement, il a également été battu au premier tour à Carthagène en rentrant en Europe. Romain Barbosa a disputé deux tournois à Tel Aviv. Alors la première semaine, il a vraiment rien à se reprocher, il a atteint les quarts de finale et il n'a été battu que par la tête de série numéro 1, Amir Weitraub, qui est classé aux alentours de la 200e place mondiale, donc vraiment une bonne semaine pour Romain. Par contre, la deuxième semaine, il a été surpris dès le premier tour. Jonas Merckx a débuté sa saison lors de ces deux tournois à Tel Aviv, en Israël. Alors là, il a été battu à chaque fois par la deuxième tête de série du tournoi. C'était le français Jankovic au deuxième tour la première semaine et le néerlandais Van der Duim en quart la deuxième semaine. Victor Poncelet a fait le choix de disputer les difficiles qualifications en Espagne et au Portugal. Alors il a remporté pas mal de matchs, tout de même 6 victoires sur 4 tournois. C'est un bilan positif donc, même si il n'a pas atteint le moindre tableau final et donc n'a pas remporté le moindre point ATP non plus. Maxime Powell est lui parti à Antalya en Turquie. La première semaine, il a réussi à se qualifier pour le tableau final et en plus est passé tout près de la qualification pour le deuxième tour. Malheureusement, la deuxième semaine, il a été battu dès le deuxième tour des qualifications. Si Iselin Bonaventure a été la belle surprise de la semaine de Fed Cup en Israël, Alison Van Uytvanck a été l'incontestable numéro 1 de l'équipe. C'est elle qui a tenu vraiment l'équipe à bout de bras en remportant ses 4 simples en position numéro 1, donc face à des joueuses de très bonne qualité, comme notamment Yelena Ostapenko ou encore Svetlana Pironkova et Heather Watson par exemple. Malheureusement, après cette très belle semaine, le seul tournoi qu'elle a joué à Acapulco, elle a été battue dès le premier tour par la modeste colombienne Duque Marino. Après un très bon mois de janvier, Kirsten Flipkens a été surpris d'entrer à Saint-Pétersbourg par la jeune espoir russe Kasatkina. Elle a ensuite disputé le tournoi de Doha où elle est sortie des qualifications, mais a également été battue au premier tour par Van de Weeg. Elin Boykens a réalisé un quart de finale correct, on va dire, aux $10 000 de Sunderland, où elle a malheureusement été battue par une invitée locale. Abe Inasco, à $25 000, elle a été surprise d'entrée, mais elle ne pouvait pas vraiment grand-chose face à l'ex-top 100 Arantsarus. Steffi Distelmans a disputé 2 tournois à Antalya, des $10 000. La première semaine, elle s'est hissée en quart de finale, grâce à l'abandon, il faut le dire, de la troisième tête de série, mais elle a également remporté le tournoi en double. La deuxième semaine, elle s'est montrée un petit peu moins performante puisqu'elle a échoué au deuxième tour. Après 3 mois d'absence, Eugénie Chappelle a fait son retour pour 2 $10 000 à Palmanova. La première semaine lui a plutôt réussi puisqu'elle est sortie des qualifications et qu'elle n'est vraiment pas passée loin d'une accession au deuxième tour. Malheureusement, la deuxième semaine, elle a été contrainte à l'abandon d'entrée. Mathilde De Witz a disputé 4 tournois à Hammamet, avec des résultats relativement mitigés puisqu'elle n'a pris qu'un seul point lors de la deuxième épreuve où elle a franchi le premier tour du tableau final après être sortie des qualifications. Lors des 3 autres épreuves, elle n'a pas dû passer par le tableau préliminaire, mais elle a à chaque fois échoué au premier tour. Alors, bon, il faut remettre les choses dans son contexte, c'est pas un si mauvais résultat que ça, car il faut dire qu'elle a été battue 3 fois sur 4 par une tête de série, donc c'est un petit peu les tirages au sort qui n'ont pas été très favorables pour elle. Steve Darcy est à nouveau blessé et il va certainement nous manquer beaucoup lors du match de Coupe Davis contre la Croatie. Heureusement, ça ne semble pas trop grave et il devrait être relativement rapidement sur pied et apte à rejouer. Mais malheureusement, il a beaucoup chuté au classement et sera contraint à rejouer des challengers. Avant sa blessure, il avait échoué au premier tour au tournoi ATP de Montpellier.
Puis il avait été disputé les qualifications à Rotterdam, il avait franchi le premier tour, mais malheureusement sa blessure au poignet l'a contraint à se retirer du tournoi. Yannick Mertens a tenté sa chance dans les qualifications des tournois ATP, à Sofia et à Dubaï. Malheureusement, il a été à chaque fois battu au premier tour. Il a également, entre les deux, été battu au premier tour du tournoi de New Delhi. 3 défaites donc en 3 tournois, mais je ne lui attribue pas la note insuffisante parce que d'abord il a perdu 3 fois dans des matchs serrés et face à des joueurs nettement mieux classés que lui, en tout cas lors des 2 tournois ATP. Alors voilà, je trouve que c'est méritoire d'aller tenter sa chance dans des tournois, de temps en temps, pas systématiquement, mais d'aller quand même tenter sa chance dans des tournois très relevés. C'est évidemment beaucoup plus difficile et il va perdre des matchs, beaucoup de matchs à ce rythme-là. Mais voilà, il faut tenter sa chance et c'est vraiment méritoire, donc je ne lui attribue pas la note d'insuffisant, je préfère le classer parmi les moyens. Nils de Seine a également subi 2 défaites prématurées en ce mois de février. Au deuxième tour du 25 000 $, donc futur 25 000 $, c'est une nouvelle catégorie, de Oberenfelden, et également au premier tour du Challenger de New Delhi. Alors, petit bémol à ces mauvais résultats en simple, il a tout de même remporté le tournoi, le futur suisse en double, et c'est d'ailleurs le seul trophée que les garçons ont ramené ce mois-ci, ce qui est un petit peu dommage, un petit peu malheureux quand on voit ce qu'ils ramènent chaque mois d'habitude, notamment au niveau des futurs. Lors d'un futur à Antalya en début de mois, Germain Gigounon et Yannick Reuter ont tous les deux été contraints à l'abandon. Le premier c'était lors des quarts de finale et le second au deuxième tour. Rien de trop grave apparemment puisqu'ils ont réussi quand même à faire leur retour à la fin du mois. C'était lors des qualifications du Challenger de Cherbourg. Germain s'y est arrêté au dernier tour et Yannick au deuxième. Maxime Motom a été battu 2 fois au premier tour lors des qualifications de Challenger à Bergame et à Wrocław. Il a tout de même sauvé son mois en réalisant une belle performance à Cherbourg où il est sorti des qualifications et il n'a été battu qu'en 2 tie-breaks par le grand espoir russe Karen Khachanov au premier tour du tableau final. Julien Canina a débuté sa saison en Grande-Bretagne pour 2 futurs à Glasgow et à Shrewsbury. Les 2 fois il a été battu dès le deuxième tour, donc vraiment des résultats en dessous de son niveau, mais c'était à chaque fois dans des matchs très serrés qu'il a perdu au tie-break du dernier set. Michael Geerts n'a disputé qu'un seul tournoi à Tel Aviv et il a été battu au premier tour. Alors, une seule rencontre et c'est une défaite, mais je ne lui attribue pas la note insuffisante. Comme je l'ai dit le mois dernier, je n'attribue pas cette note insuffisante à un joueur qui n'a disputé qu'un seul match. A fortiori, comme c'est le cas pour Michael, pour un match de rentrée puisqu'il n'avait plus joué depuis la mi-décembre. Juran Wegen n'a disputé lui aussi qu'un seul tournoi, c'était à Sharm el-Sheikh, un futur, où il a été battu au deuxième tour, lui aussi peut faire un petit peu mieux. Denis Bogaerts n'a pas réussi à sortir des qualifications des 2 futurs à Antalya où il était engagé. Alors la première semaine, il a été battu au premier tour, mais en 3 sets serrés par un joueur mieux classé que lui. La deuxième semaine, il a franchi 2 tours, contre de bons joueurs, notamment son bourreau de la première semaine, mais il a été malheureusement surpris au dernier tour. Brian Kuipers a été surpris dès le premier tour des qualifications du seul tournoi qu'il a disputé à Valle del Lobo. Enfin, Arnaud Neveu n'a remporté qu'un seul match lors des qualifications des 2 tournois qu'il a disputés à Majorque, et encore c'était sur abandon, mais à sa décharge, il n'a été battu les 2 fois que par une tête de série. Anne-Sophie Mestak a été quelque peu désavouée par Anne de Vries en Fed Cup, puisqu'elle ne lui a pas conservé sa confiance pour le simple. Ça n'a pas empêché Anne-Sophie de jouer très sérieusement les 3 doubles qu'elle a disputés et de les remporter tous les 3. C'est la suite qui a malheureusement été un petit peu plus inquiétante puisqu'elle a perdu au deuxième tour du 25 000 $ de Cuernavaca et ensuite elle a perdu d'entrée en qualification au WTA d'Acapulco. Elle n'a pris que 2 jeux à Lauren Davis qui est classée 97e mondiale. Partie disputée 3 10 000 $ en Grande-Bretagne à Glasgow, Sunderland et Wirral, Kimberly Zimmerman a été battue les 3 fois au premier tour du tableau final. Alors, la deuxième semaine, elle avait quand même réussi à sortir des qualifications, et à Glasgow, elle a remporté le tournoi en double, donc ça sauve un petit peu son bilan. À Kreuzlingen, en 50 000 $, elle a également été battue au premier tour des qualifications. Catherine Chantraine a disputé les qualifications à Antalya et a réussi à sortir de ses qualifications et a malheureusement été battue au premier tour dans le tableau final. Elle s'est ensuite rendue à Hammamet pour 2 tournois où là, elle a obtenu son ticket direct pour le tableau final, mais où elle a aussi perdu au premier tour.
Alors, bon, il faut quand même reconnaître que ces 3 défaites ont été subies face à des joueuses classées aux alentours de la 500e place mondiale, donc pas n'importe qui. C'est malheureusement pour l'instant un cap que Catherine n'arrive pas à franchir. Victoria et Anastasia Smirnova ont toutes les deux disputé un seul tournoi en ce mois de février. C'était aux 25 000 $ d'Altenkirchen en qualification. Elles ont toutes les deux été battues au premier tour, mais par des joueuses quand même nettement mieux classées qu'elles. India Magen est toujours à la recherche de son meilleur niveau. Elle a été battue au premier tour du 10 000 $ de Palmanova par Eugenie Chappell, et c'est le seul tournoi qu'elle a disputé ce mois-ci. Enfin, même résultat, une défaite au premier tour des qualifications pour Michaela Boev, mais elle c'était dans un 25 000 $ à Grenoble, et elle n'a perdu que face à la 356e joueuse mondiale. 2 joueurs seulement ont obtenu des résultats vraiment insatisfaisants. Il s'agit de Loïc Huchak chez les garçons et de Vicky Gurings chez les filles. Alors Loïc a remporté un seul match sur 4 lors de des qualifications de 3 futurs à Antalya. Il était à chaque fois tête de série, donc ce sont quand même pas de très bons résultats. Vicky de son côté a remporté un match sur 3 lors des qualifications de 10 000 $ à Palmanova. Bon, il n'y a rien de très grave, ce sont 2 jeunes joueurs en devenir, et à leur niveau, c'est tout à fait normal de connaître un mois sans. Je suis certain qu'on entendra parler d'eux avec de bien meilleurs résultats dans le courant de l'année. Chez les juniors, Lara Selden a terminé sa tournée australe par un grade 3 à Auckland. Alors, elle avait réalisé une très belle performance à l'Open d'Australie, on s'en souvient, et en Nouvelle-Zélande, elle a encore atteint la finale en simple et a remporté le tournoi en double. La même semaine, plusieurs Belges disputaient un grade 5 au Caire. Alors la meilleure joueuse a été Victoria Kalaitsis, qui a atteint la finale en simple. Louise Witoux s'est arrêtée en demi-finale, et chez les garçons, Brick Tyson a également atteint un quart de finale. En double, Victoria, en plus de sa finale en simple, elle a remporté le double aux côtés de Chloé Ruette. Le circuit junior s'est poursuivi, en tout cas pour les Belges, par plusieurs grades 4 dans le nord de l'Europe. Chez les garçons, celui qui a été le plus en vue, c'est Arnaud Destrebeck, puisqu'il a atteint une demi-finale à Hambourg, avant de remporter le titre en double à Esch-sur-Alzette. Chez les filles, c'est Oksana Marin, déjà très en vue en janvier, qui a réalisé les meilleures performances. Elle a atteint une demi-finale à Doorn, près d'Utrecht, et ensuite la finale à Esch-sur-Alzette, le tout en simple. En double, elle a également remporté le tournoi néerlandais. Revenue d'Égypte, Victoria Kalaitsis a encore atteint un quart de finale dans ce tournoi à Doorn. Et enfin, Chelsea Van Hout a été atteindre la finale du double à Oslo. Les catégories d'âge inférieurs ont été marquées par la Winter Cup, qui est la Coupe d'Europe par équipe en salle. Les résultats ont été plutôt mitigés. Les filles de moins de 16 ans se sont arrêtées, ont terminé plutôt à la 7e place de leur poule qualificative. Les garçons de moins de 14 ans ont terminé, eux, à la 6e place. C'est mieux pour les filles de moins de 14 ans qui, elles, ont été échouées seulement à la 4e place. Mais alors, la belle performance, c'est vraiment l'équipe des garçons de moins de 16 ans qui, eux, ont réussi à atteindre la 2e place de leur poule et donc à se qualifier pour le tableau final. Et dans le tableau final, ils ont encore franchi un tour pour terminer à la 4e position. Donc, je les cite, il s'agit de Frédéric Jacobs, de Maxime Verboven et de Theo van der Wege. Tous les 3 ont vraiment réalisé une belle performance. Ils sont la 4e équipe d'Europe cet hiver. La ville de Zoetermeer a accueilli également un tournoi classé catégorie 3, tant chez les moins de 16 ans que chez les moins de 14 ans. Et beaucoup de Belges ont participé à ce tournoi. Chez les moins de 16 ans, la meilleure performance a été réalisée par Lena Delfos, qui a atteint les demi-finales, tant en simple qu'en double. Chez les moins de 14 ans, ce sont aussi les filles qui se sont mises en évidence, puisque Emmeline de Witt, surtout, a atteint la finale en simple et a également remporté le double aux côtés d'Iman Boumjdoul face à une autre paire belge composée de Nienke Dan et de Michel Van Mol. Enfin à Stockholm, toujours pour un catégorie 3 chez les moins de 14 ans, Romain Faucon s'est mis en évidence en réussissant à atteindre la finale en simple et à remporter le tournoi en double. Voilà, ceci termine le carnet de notes de février, avec pas mal de bonnes choses, notamment chez les filles et chez les jeunes. N'oubliez pas, de vendredi à dimanche, de soutenir l'équipe de Coupe Davis. Je
Je vous veux tous devant votre écran. Bon, évidemment pas ceux qui seront sur place au sortillement. Et dimanche soir, plus personne ne doit avoir de voix. Pour ma part, j'espère garder un tout petit filet de voix pour pouvoir vous faire un débriefing avec Joël à la fin du week-end. À bientôt!